200 000 emplois non pourvus, 300 000 emplois non pourvus, 500 000 emplois non pourvus, le chiffre varie et gonfle selon les personnalités politiques le partageant. Quelle vérité se cache derrière ces approximations et à qui servent ces chiffres? C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons répondre aujourd'hui avec Adrien Clouet, sociologue et député de la première circonscription de la Haute-Garonne. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous expliquez au sein de votre ouvrage que le chiffre des emplois non pourvus est un discours politique. Dans ce cas-là, quelle histoire nous raconte ce discours et comment ce discours peut-il nous influencer dans nos choix électoraux? Il raconte l'histoire d'une grande transformation que connaît notre pays depuis maintenant un peu plus d'un siècle, à savoir la transformation de la présomption de responsabilité pour le chômage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, tout simplement, ce qu'on constate lorsqu'on regarde des archives, lorsqu'on consulte des documents publics, des prises de position dans les parlements, etc., on voit un renversement, là où dans les années 1900-1920, les chômeuses et les chômeurs étaient des personnes en but à un marché du travail qui ne les intégrait pas, ce qui appelait donc des réformes du marché du travail. On assiste aujourd'hui à un discours tenant pour responsable, voire pour coupable, lorsqu'on a un discours vraiment disciplinaire, les chômeuses et les chômeurs pour leur absence d'accès à l'emploi. C'est-à-dire, on a déplacé la responsabilité du marché du travail lui-même vers les personnes qui y circulent. La conséquence de ce basculement, c'est le discours autour des emplois non pourvus. C'est-à-dire, il serait désormais problématique que certains emplois ne trouvent pas preneur, plutôt que de se poser la question inverse, à savoir que fait-on des personnes inoccupées. Désormais, on met la focale sur ces emplois qui ne trouveraient pas donc de débouchés, qui ne seraient pas pris par des personnes, et cadrer ainsi le problème du marché du travail en se disant que fait-on du reliquat qui ne trouve pas preneur. Eh bien évidemment, invite à opérer une stratégie qu'on va appeler adéquationniste, c'est-à-dire faire en sorte qu'on adapte les gens à ces emplois. D'accord. Et quand vous parlez de chômeurs responsabilisés ou responsables en fait de la situation, ça signifie que s'il y a des emplois non pourvus, on a tendance à accuser les chômeuses et les chômeurs à ne pas vouloir occuper ces emplois-là? C'est-à-dire que estimer que, il y a beaucoup d'emplois non pourvus, que c'est un problème, conduit forcément, en toute logique, à essayer de résoudre ce problème. Or, s'il y a des emplois non pourvus, eh bien, il faut les pourvoir, et donc, s'il faut les pourvoir, il faut mettre les gens dedans. Bon, ça, c'est un peu la doxa libérale ordinaire sur le sujet, qui pose problème à double titre. D'abord, parce que elle accrédite, on va dire, l'idée qu'il y aurait un nombre important, conséquent, d'offres d'emplois non pourvus. Alors, si on regarde sur 15-20 ans les propos publics qui sont tenus à cet égard, on voit en général que tous ces chiffrages sont doigt mouillé, ça va de 100 000 à 1 million d'offres d'emplois non pourvues, parfois les mêmes qui changent d'avis un mois et demi plus tard. Donc, c'est un discours qui est vraiment fondé sur des plaquettes de lobbyistes et pas sur des observations techniques ou empiriques, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de décompte en France publique, à la DARES par exemple, des offres d'emploi non pourvues. Et s'il n'y en a pas, c'est pas qu'il y aura un défaut de capacité au niveau de la DARES, de l'INSEE ou de Pôle emploi, ils pourraient très bien le faire, ils savent le faire. C'est juste que un emploi non pourvu, ça n'existe pas. Tout emploi est non pourvu pendant un certain temps. La question, c'est à partir de quand on juge que c'est un problème. Et lorsque, par exemple, vous voulez recruter et que vous publiez votre offre d'emploi, eh bien, la première journée, elle sera forcément non pourvue. Vous avez 100% d'emplois non pourvus au bout de 24 heures. Bon, donc, c'est quelque chose qui est moral, en fait. C'est pas quelque chose qui est scientifique ou technique comme catégorie que l'emploi non pourvu, parce que ça nécessite un jugement personnel pour savoir à partir de quand il n'est pas normal qu'un emploi ne soit pas pourvu. Donc, premier élément, accréditer l'idée que ça existe. Accréditer l'idée que ça existe, ça veut dire surtout invisibiliser les emplois qui sont pourvus. Parce que si vous voulez créer un problème en disant il y a des emplois non pourvus, c'est catastrophique, on va voir l'hiver nucléaire arrive sur notre pays. Bon, si vous voulez accréditer l'idée que c'est un problème, il faut surtout pas le comparer à l'emploi pourvu. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que tous les ans dans ce pays, on signe entre 24 et 28 millions de contrats. Donc, même si vous avez 500 000, 600 000, 700 000 emplois non pourvus, c'est peanuts, c'est quasiment rien. Et le rapport statistique est extrêmement faible et il s'agit d'un reliquat marginal sur le marché du travail que l'emploi non pourvu, quelle que soit son estimation. Donc, on peut douter du volume, on peut douter du sens qu'on lui donne et on peut douter de notre capacité de toute façon
à comptabiliser, mesurer et produire une série longue d'emplois non pourvus. Ok, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'emploi non pourvu? Bah, ça dépend ce que vous prenez comme définition. À nouveau, si la question c'est les emplois non pourvus au bout d'un an, il y en a quasiment pas. Ça n'existe presque pas. Si la question c'est les emplois non pourvus au bout d'une journée, bon ben c'est de la totalité. Donc derrière la question de l'emploi non pourvu, elle est morale. C'est qu'est-ce qu'on estime juste et injuste sur le marché du travail. À partir de quand on estime problématique qu'une offre d'emploi ne trouve pas preneur. Et là après, ça peut conduire à une réflexion d'ampleur selon la définition qu'on retient sur les enjeux et les causes de certains types de non-pourvoi. Et au-delà de la définition, comment vous expliquez alors le discours que l'on entend régulièrement sur les difficultés à recruter dans le secteur de l'éducation, de l'industrie, de la construction, du soin ou du numérique? De deux manières différentes. D'abord, par le raccourci, disons l'élévation plutôt des prétentions patronales. Là où il y a encore 20-25 ans, il semblait normal de passer plusieurs semaines pour recruter quelqu'un, c'est devenu aujourd'hui anormal et c'est même problématisé. On fait comme si il était logique, juste, nécessaire qu'un poste soit pourvu en quelques jours. Je pense qu'on peut premièrement en douter. Donc, s'il y a un problème sur les emplois non pourvus, c'est aussi parce qu'il y a un problème sur les exigences de pourvoi du côté des employeurs. Deuxièmement, ce discours, il a un intérêt. Il a un intérêt puisque on peut dire qu'il y a parfois dans certains secteurs des difficultés de recrutement. Je pense notamment au BTP ou à l'hôtellerie-restauration. On entend parfois dire qu'il y a des problèmes de recrutement. Alors premièrement, on peut là aussi relativiser. L'été dernier, c'était le pic historique des recrutements dans l'hôtellerie-restauration. Pourtant, en même temps, ils nous disaient qu'ils n'arrivent pas à recruter, c'est impossible, etc. Bon, mais outre le fait de relativiser, se pose la question, dans les cas marginaux et rares, où effectivement un emploi ne parvient pas à être pourvu, pourquoi? Et la question du pourquoi est très souvent rabattue, on le disait au début, sur la bonne volonté des personnes. C'est-à-dire, l'employeur met une offre d'emploi sur le marché, bon ben, il n'y a pas assez de candidats qui viennent parce que c'est quand même c'est l'exception, ça n'existe presque pas une offre d'emploi qui n'attire pas de candidats. En général, c'est les patrons qui ne veulent pas des candidats qui arrivent. Mais oui, d'ailleurs dans votre livre, vous montrez que 97% des offres d'emploi sont pourvues. Et donc oui, 47% sont pourvus, et dans les 3% non pourvus, Pôle emploi montre que plus de la moitié ont recueilli des candidats. C'est juste que les employeurs n'ont pas voulu des candidats qui sont venus. Donc, ça invite évidemment à se poser la question du sens qu'on prête à ces quelques non-pourvois. Et si on le fait assez rapidement, il y en a deux grands types. Il y a d'abord des offres pour lesquelles les employeurs et les salariés n'y peuvent rien. C'est par exemple lorsque vous voulez recruter quelqu'un, mais que les prix de l'immobilier sont tellement élevés que personne ne peut venir déménager pour prendre le poste. Ça peut être lorsque vous voulez recruter quelqu'un, mais que le prix de l'essence fait que la personne va perdre de l'argent en allant travailler. Donc ça, c'est des choses auxquelles vous pouvez rien en tant qu'employeur, même en étant de très bonne volonté, en ayant des candidats, en voulant les promouvoir, vous pouvez ne pas y arriver. Après, il y a un autre type de difficulté sur le non-pourvoi, qui est un non-pourvoi à responsabilité patronale, c'est-à-dire lorsque des employeurs veulent embaucher quelqu'un au SMIC en travail de nuit à tiers-temps, eh bien, évidemment que c'est pas qu'il n'y a pas de gens qui veulent travailler, c'est que les gens qui veulent travailler arrivent à trouver plus intéressant que ça. Et donc, évidemment que l'employeur sur un poste extrêmement précaire, dans des très mauvaises conditions, va nous tenir le discours, les gens ne veulent plus travailler. Mais en fait, c'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est que les gens ils ont trouvé mieux ailleurs pour travailler. Et que donc son poste à lui en question, eh bien, personne n'en veut. Et après, se pose évidemment l'interrogation à caractère moral et même philosophique. C'est, pense-t-on qu'une société doit favoriser le pourvoi de tous les postes de travail qui existent, y compris les plus indignes, y compris les moins bien payés, y compris ceux dans les pires conditions de travail, etc., etc. Moi, je ne pense pas. Et vous parlez des conditions de travail, du fait qu'elles soient parfois difficiles, voire insupportables, mais est-ce que c'est la seule raison qui explique que des postes ne soient pas pourvus, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Non, il y en a plusieurs. Alors bon, évidemment, il y a les conditions de travail. Après, il y a les structurations même de certaines branches professionnelles. Je pense ici à l'informatique, par exemple. Vous savez, l'informatique, c'est une branche qui a comme spécificité qu'il y a très peu de formation professionnelle. Il y a très peu de formation parce que très souvent, les employeurs préfèrent, ça coûte moins cher au niveau individuel, mais ça coûte très cher au niveau collectif, les employeurs préfèrent se débaucher les uns les autres, les meilleurs salariés, enfin les meilleurs au sens les plus qualifiés, pas au sens individuel. Donc,
vous avez des effets de secteur où la concurrence entre employeurs fait que les gens restent en poste que quelques semaines parce qu'ils trouvent très vite mieux à côté et donc ils quittent leur poste. Et parfois, c'est difficile de réussir à les remplacer aussi rapidement. Vous avez l'effet de précarité, le fait qu'aujourd'hui, on embauche près de la moitié des personnes dans des contrats courts, voire très courts. Ça conduit à obliger l'employeur à recruter vite. Si vous recrutez quelqu'un pour 2 ou 3 semaines, évidemment, vous avez besoin de l'avoir vite, cette personne. Alors que si vous recrutez sur un CDI pour 10, 15, 20 ans, enfin, disons le temps d'un projet, d'une entreprise, etc., le temps d'une vie parfois, si vous recrutez quelqu'un en CDI, là, eh bien, vous avez 2, 3, 4 mois si nécessaire pour trouver la personne parce que vous partez sur des projets à long terme. Donc, on paye le raccourcissement général du marché du travail et de la production capitaliste aujourd'hui en France, qui va de plus en plus vite dans des délais de plus en plus contraints. C'est un problème qui s'exprime ici. Et enfin, peut-être un dernier aspect qui est important à évoquer, c'est bien sûr la question des discriminations. C'est-à-dire, on voit que certains types de publics n'accèdent pas à l'emploi. Alors, on peut l'objectiver, comme on dit, c'est-à-dire montrer la véracité du phénomène. On peut le montrer, par exemple, lorsque on fait ce qu'on appelle des testings. Un testing, ça signifie que vous avez une personne qui a un nom, un prénom, une adresse qui sont jugés potentiellement discriminés sur le marché du travail. Et cette personne envoie des CV à des employeurs et on envoie le même CV avec un autre nom, une autre adresse, un autre prénom. Et on voit la différence entre les deux. C'est-à-dire, est-ce que à parcours et diplôme égal, on est plus ou moins embauché selon son prénom, son nom de famille. Et on se rend compte qu'il y a des secteurs où des employeurs, mais qui sont ni meilleurs ni pires que tout le reste du pays. Hein. On a des employeurs qui ont des pratiques de recrutement discriminatoires, racistes, peuvent être aussi misogynes, et préfèrent ne pas pourvoir un poste plutôt que de le pourvoir auprès de quelqu'un dont les caractéristiques leur disconviennent. Et dans ce cas très précis, la discrimination à l'embauche, où donc au final l'emploi non pourvu est du fait de l'employeur, comment on peut faire pour lutter contre cette subjectivité de l'employeur ? Alors, il y a pas mal de manières différentes, mais c'est une question qui est très très intéressante. Bon, la première quand même, on va dire la plus simple, c'est les employeurs comme le reste de la population. Il faut évidemment avoir la capacité de mener le combat antiraciste, d'avoir des formations professionnelles qui leur sont accordées également sur la discrimination inconsciente, etc., etc. Donc, d'abord, c'est dans les consciences des personnes. Ensuite, ça se joue aussi sur les modalités de recrutement. Toutes les formes de recrutement ne sont pas toutes aussi discriminatoires. Un exemple, on sait que les concours de la fonction publique, par écrit, sont beaucoup moins discriminatoires que les entretiens d'embauche en face à face. Donc, faire varier les modes de recrutement, c'est aussi faire varier les publics qui sont susceptibles d'être en but à des logiques de discrimination. Ensuite, il y a d'autres options qui se jouent sur le CV anonyme, par exemple, sur le fait de modifier la nature des informations qu'on peut exiger de la part d'un candidat ou d'une candidate. Le fait de passer par des intermédiaires aussi. Par exemple, Pôle emploi constitue un intermédiaire qui arrive à lutter en général assez bien contre les discriminations parce qu'ils appellent directement les employeurs, ils leur remettent un candidat en disant « Nous vous garantissons que le profil de ce candidat correspond à ce que vous recherchez. » Donc, ça permet à des personnes qui auraient peut-être été évincées par l'employeur en question d'être acceptées parce qu'il y a le tampon Pôle emploi, une sorte de garantie derrière par un conseiller ou une conseillère en lequel l'employeur peut avoir confiance. Bon, voilà, il y a différentes logiques de lutte contre les discriminations. Et enfin, la dernière qui est la plus nette, c'est évidemment aussi d'utiliser les mouvements sociaux, c'est-à-dire rendre visibles les employeurs qui discriminent. Les rendre visibles, ça peut être évidemment aller en justice et obtenir des condamnations. Ça peut être aussi faire ce qu'on appelle du shaming en anglais, c'est-à-dire essayer de créer la honte de l'employeur en question en lui faisant une sale réputation. Moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit récemment, c'est le McDonald's à Aucanville, dans la Haute-Garonne, où il y a en ce moment une procédure judiciaire qui est lancée, le défenseur des droits qui est saisi, et aussi des salariés qui viennent régulièrement devant le McDonald's pour informer la clientèle des pratiques d'injures homophobes, sexistes et racistes. Oui. Là-bas, ils ont la totale, qui a été développée par plusieurs managers couverts par la direction locale. Et donc, le fait de venir protester directement constitue aussi une obligation, constitue aussi une pression faite sur les pratiques racistes pour les en dissuader. D'accord. Pour revenir aux emplois non pourvus, est-ce que vous disiez tout à l'heure sur la responsabilisation qu'on peut mettre sur les chômeuses et les chômeurs, il y a un autre point que je voulais évoquer, que vous évoquez d'ailleurs dans votre livre, c'est qu'il y a une tendance à mettre en parallèle le nombre de chômeurs
avec le nombre d'emplois non pourvus, comme si Oui. en fait, un emploi non pourvu s'expliquait par le fait qu'un chômeur refuse de travailler, et pourtant vous montrez que cette logique ne correspond pas du tout à la réalité. Oui, et puis alors non seulement elle correspond pas à la réalité, mais en plus elle est même illogique. Alors pourquoi? On peut le dire à deux niveaux. La manière la plus simple de le faire, c'est évidemment de prendre tous les chiffres existants sur les emplois non pourvus, mais mettons même les chiffres les plus fous, là, 500 000, 600 000, 700 000, et de les rapporter au nombre d'inscrits à Pôle emploi, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 6,2 millions d'inscrits à Pôle emploi. Donc, en fait, même si on obligeait tous les inscrits à Pôle emploi à prendre une offre d'emploi, eh ben, il en resterait encore les trois quarts, même plus, il en resterait les 4/5. Donc, ces offres d'emploi sont sans proportion par rapport au nombre de gens qui recherchent de l'emploi. Ensuite, c'est également absurde sur un second niveau, peut-être un peu plus complexe parfois, donc c'est bien qu'on ait le temps d'en parler ici, c'est qu'une offre d'emploi ne permet pas de donner du boulot forcément à une personne. Pourquoi? Puisque avec la montée des emplois précaires depuis on a pu se le dire depuis 40-50 ans, enfin 40 ans plutôt, hein, c'est des fins des 70, c'est des contrats précaires. Depuis la montée des contrats précaires, eh bien, des personnes peuvent avoir besoin de plusieurs contrats pour tenir une année. Si jamais on a des CDD de 4 mois, bah, ça veut dire qu'il en faut 3 pour occuper un chômeur. Donc en fait, dans ce cas-là, c'est 3 offres d'emploi non pourvues dont on a besoin pour occuper une seule personne. C'est aussi le cas de l'emploi à temps partiel. Vous pouvez devoir cumuler en même temps plusieurs emplois pour réussir à vous en sortir. Et tous ces exemples de précarité, c'est-à-dire d'emplois qui ne permettent pas de survivre, d'avoir un revenu décent en l'occupant, tous ces exemples d'emplois précaires montrent que 500 000 offres non pourvues, ça peut-être tout simplement être 100 000, 150 000 chômeurs de moins seulement. Oui. Et moi, le ressenti que j'ai par rapport à tout ça, c'est que j'ai l'impression que ce discours faisant le lien entre chômeurs et emploi non pourvu, c'est un peu le même qui a tendance à accuser les chômeurs d'être des profiteurs ou les chômeurs d'être des feignants, et au final d'avoir toujours une image extrêmement négative des personnes qui sont pour la plupart en situation extrêmement précaire et difficile, et qui ont pour principale volonté de s'en sortir. Bah bien sûr. Et alors, je vais même rebondir sur votre dernier point. La volonté de s'en sortir, elle se voit à un chiffre qui est quand même éclatant. C'est le chiffre que fournit l'UNEDIC tous les ans sur le nombre de chômeurs qui reprennent un emploi moins bien payé que celui qu'ils avaient avant. Et c'est 45%. C'est près de la moitié des chômeurs qui, parce qu'ils veulent bosser, sont même prêts à gagner moins que leur dernier emploi. Donc la volonté de travail, elle est incontestable. Du côté des demandeuses et des demandeurs d'emploi, elle est incontestable. Elle se voit aussi dans le fait, on l'a dit, que le reliquat d'emplois non pourvus en France est extrêmement faible et marginal. Donc ça veut dire que les gens prennent le reste. Alors, la question évidemment que vous évoquez, c'est celle de la culpabilisation. Alors, elle n'est pas nouvelle, hein. On va pas faire comme si on réinventait la société française. Ça fait maintenant un siècle qu'il y a régulièrement des campagnes de diffamation ou de haine contre les chômeuses et les chômeurs. Et on voit d'ailleurs que c'est à intervalles réguliers. Ça va souvent avec des épisodes de crise économique, d'ailleurs, très étonnamment. C'est souvent lorsque le nombre de chômeurs monte qu'on commence à leur taper dessus. Et là d'ailleurs, c'est un peu une exception sur le temps long historique. Mais alors pourquoi? Eh bien parce que vous avez un discours qui est un vieux discours qui a plus d'un siècle, qu'on peut qualifier de conservateur, voire de réactionnaire, qui consiste à dire que l'individu doit faire suffisamment d'efforts pour finalement mériter qu'un employeur l'embauche. C'est ça là, ce qui se joue derrière, hein, c'est la notion de mérite. Et donc, s'il y a des personnes qui sont au chômage, c'est qu'elles n'auraient pas accompli les efforts requis pour mériter l'emploi qui serait disponible, ce qui évidemment implique que les employeurs seraient prêts à les embaucher, ce que vient contredire tout ce qu'on a pu évoquer avant sur la structuration des branches ou les discriminations. Et deuxièmement, il y a aussi tout un courant de pensée qui est un courant de pensée économique qui voit finalement le chômage comme tout simplement une exigence trop élevée des salariés. Alors ce qui, littéralement, si vous voulez, c'est vrai. 6 millions de chômeurs, si on se mettait à les payer seulement 1 euro par mois, il y aurait sans doute de l'emploi pour tout le monde. Voilà, vous pourrez tous les embaucher, 1 euro par mois, il y aurait du boulot pour tout le monde. Il suffirait de prendre n'importe quelle activité pas rentable et on pourrait les payer comme ça. Bon, après, ça pose une question simple qui est, est-ce qu'on estime que le chômeur c'est quelqu'un qui travaille pas ou c'est quelqu'un qui a pas d'emploi? Moi, je pense que le chômeur c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi mais qui travaille. Je veux dire, être au chômage, c'est multiplier les entretiens d'embauche, aller au forum de l'emploi, c'est avoir les contacts avec ses anciens proches, enfin ses anciens collègues, etc., etc. C'est un travail très long que le retour à l'emploi. Il y a d'ailleurs des travaux académiques qui arrivent bien à étayer
les conditions dans lesquelles un chômeur retrouve de l'emploi. On voit que c'est notamment les gens qui arrivent à pas y passer trop de temps dans la journée, enfin disons plutôt une journée de travail, ils concentrent en 8-9 heures. C'est les gens qui ont une capacité à pas postuler à tout ce qui passe pour pas avoir trop de découragement. C'est les personnes qui ont un entourage aussi qui les accompagne, qui permet aussi de penser à autre chose, d'avoir des rencontres imprévues, de pas être juste bloqué dans le milieu professionnel d'où on vient et très vite épuiser les sources d'information sur le marché du travail. Donc ça, on a des données là-dessus. Donc on voit bien qui trouve de l'emploi. Et en fait, c'est pas les gens qui sacrifient leurs conditions de travail qui trouvent du boulot. En général, c'est ceux qui ont une stratégie de retour à l'emploi bien rodée, un accompagnement moral pour parvenir à tenir le choc. Alors évidemment, dans la limite des emplois disponibles, qui sont pas très nombreux. Oui. Et enfin, pourquoi du coup, on peut se demander une question générale qui est pourquoi, si on sait ça, pourquoi y a-t-il des campagnes régulières de disqualification des chômeuses et des chômeurs, hein? C'est Emmanuel Macron qui dit il suffit de traverser la rue. C'est Christophe Castaner, lorsqu'on l'entendait encore, qui dit les chômeurs vont aux Bahamas, etc., etc. Bon, des gens qui tiennent des propos qui, moi, j'ai le sentiment que eux-mêmes savent à quel point c'est stupide comme propos, si vous voulez. Honnêtement, je n'en doute pas. La question, c'est pourquoi ils le tiennent. Ils le tiennent parce que le débouché du chômage, c'est l'emploi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que lorsque vous mettez la contrainte sur les chômeurs pour qu'ils reprennent des petits boulots ou des boulots mal payés, eh bien, vous tirez vers le bas tout le marché du travail. Parce que l'homme ou la femme qui bosse au SMIC et qui sait qu'il peut être remplacé par quelqu'un qui fera le même boulot, mais à 3/4 de temps, ou à 2/3 temps, ou à mi-temps, ou la personne qui a un boulot à 2 000 € et qui sait que quelqu'un est disponible pour faire le même boulot à 1 800 €. Eh bien, ces gens-là vivent sous la pression du chômage. Même les gens en emploi sont déstabilisés par les chômeurs. Et tant qu'il y a des chômeurs, les employeurs savent qu'ils peuvent obtenir pourvoir des offres d'emploi qui, moi, me paraissent inacceptables. Alors, on a j'avais fait beaucoup ça durant le débat sur la réforme de l'assurance chômage. Puis je publiais tous les jours les pires offres que je trouvais sur le site de Pôle emploi. Sur mon compte Twitter notamment, on en mettait une par jour. Alors, vous avez des trucs, les offres payées en dessous du SMIC, les offres d'emploi 1h30 par semaine avec 2 heures de déplacement pour les gens qui s'y rendent, etc., etc. Donc, toutes ces offres-là, elles n'existent que parce qu'il y a une pression sur les chômeurs. Donc, la pression sur les chômeurs, c'est un débouché économique pour les employeurs d'emploi précaires qui, sinon, auraient beaucoup de mal, voire ne parviendraient pas à exploiter les gens dans les conditions dans lesquelles ils entendent le faire. D'accord. C'est pour les maintenir sous pression et pour, quelque part, les mettre face à une situation où ils sont obligés d'accepter les conditions parce que s'ils ne les acceptent pas, il y a d'autres personnes qui vont les accepter, c'est ça? C'est mettre la pression sur les salariés. Parce qu'évidemment, quand le salarié sait qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire le même boulot moins cher, il conteste moins. Et pression sur les chômeurs eux-mêmes pour faire en sorte qu'on ait toujours un volant de main-d'œuvre à prix réduit. Parce que lorsque un contrat de sécurité, de ménage, d'entretien, de différents emplois qui sont dits non qualifiés, ce qui ne veut pas dire que les gens sont pas qualifiés. Ça veut dire qu'on reconnaît pas qu'ils le sont. Mais les emplois dits non qualifiés, ils sont généralement pris par des personnes au chômage. C'est-à-dire qu'aucun salarié va abandonner son poste pour signer un contrat de 3h30 de nuit. Oui, tout à fait. Hebdomadaire la nuit. Ça ne parle qu'à des personnes qui sont au chômage et c'est parce qu'il y a des chômeurs qu'il y a ces emplois-là. Ok. Dans votre livre, vous montrez, vous partagez un exemple, celui de la filière de la pêche bretonne dans les années 90, qui avait du mal à recruter et qui a finalement, en changeant de stratégie, réussi à faire face à cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'ils ont fait de si spécial et est-ce que c'est transposable à d'autres filières, pardon. Filières, tout à fait. Oui. Justement, ce sont des filières sans filiales. Alors, oui, c'est transposable et oui, c'est intéressant. Déjà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont d'abord réuni les secteurs, le patronat et les syndicats du secteur pour poser une question simple qui était pour quel motif se sont-ils demandés? Nous avons une difficulté à pourvoir des postes effectivement dans la pêche en Bretagne. Et ils n'ont pas du tout pris une orientation qui aurait été celle de la culpabilisation. Vous voyez, ils ne sont pas dit les gens veulent plus travailler, ils ne sont pas dit les chômeurs ne veulent pas bosser. Ils se sont dit s'il y a un problème, c'est un problème qui a forcément un caractère, on va dire, collectif. Et donc, pour résoudre un problème collectif, ils se sont dit il n'y a pas d'autre solution que des structures collectives. Et ces structures collectives, ça a consisté, on va dire, à réorganiser le marché du travail de la pêche, c'est-à-dire réorganiser la manière dont les gens sont formés, réorganiser la manière dont les gens parviennent à savoir que les emplois existent, parvenir à élever le niveau de qualification de la population pour faire en sorte que ce qui est souhaité
au niveau des emplois puisse correspondre à une formation des personnes de l'autre côté, mais aussi que la formation des personnes leur permette de faire différents types d'emplois, voire parfois de se reconvertir si elles le souhaitent. Donc, vous avez toute une stratégie, on va dire, qui est une stratégie à caractère, on va dire, structurel. Une stratégie à caractère structurel et non pas une stratégie à caractère individuel. Et, on a cherché donc les raisons de l'ensemble du secteur. Alors, de mémoire, c'était encore la NPE qui, par exemple, avait réussi à mobiliser des chômeurs pour leur expliquer comment fonctionnait le secteur en question, savoir construire on va dire un circuit général qui aille de la qualification initiale jusqu'au débouché final. Et en fait, dès lors qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une capacité de sécuriser les personnes, de permettre de leur faire on va dire leur assurer, on va dire, une mobilité de bout en bout dans la chaîne du travail, eh bien, les individus disponibles sont venus à l'emploi tel qu'il existait. Et donc, on n'a pas eu besoin, finalement, de mettre la pression sur les chômeuses et sur les chômeurs. On s'est, entre guillemets, contenté, c'est déjà énorme, on s'est contenté d'organiser le secteur pour que n'importe qui puisse y rentrer et en sortir en ayant la conviction qu'elle est sécurisée et que le fait d'y aller, même si on veut revenir à autre chose, même si on veut en partir, eh bien, n'est absolument pas une difficulté pour le parcours ultérieur qu'on aura, mais au contraire, à un moment où on a acquis des qualifications qu'on peut prendre avec soi et qu'on peut emmener sur un autre type d'emploi. Très bien, c'est très clair. Et pour conclure, j'aimerais un petit peu élargir le sujet des emplois non pourvus, parce que nous sommes concentrés sur le fait sur ce sujet en France. Mais est-ce que c'est un sujet qui est d'actualité en dehors de la France? Et si oui, est-ce que vous savez comment il est traité en dehors de la France? Oui, tout à fait. Et alors, c'est un sujet, on va dire, qui suscite la mobilisation du patronat dans différents pays. C'est toujours, c'est toujours très intéressant parce que ce qu'on constate, c'est que dans tous les pays, le patronat a un argumentaire culturaliste. C'est-à-dire, le patronat français dit, en France, les gens ne veulent pas bosser. Le patronat espagnol dit, en Espagne, les Espagnols ne veulent pas bosser. En Allemagne, les Allemands, en Chine, les Chinois, etc., etc., etc. Donc, vous avez finalement un discours qui est international et qui met en cause les propriétés nationales des travailleuses et des travailleurs, ce qui évidemment suffit à l'écarter, on va dire, avec le sourire. Alors oui, c'est mobilisé un peu partout. Alors pas dans les mêmes secteurs à chaque fois. C'est-à-dire que on voit que c'est un discours qui est très, on va dire, labile, c'est-à-dire un peu flexible. On peut l'appliquer à beaucoup de secteurs différents. Dans le cas de l'Espagne, c'est notamment sur le monde agricole, qui est la cible principale des discours mettant en cause l'emploi non pourvu. Aux États-Unis d'Amérique, ce sont les chauffeurs ou le commerce de la grande distribution. En Allemagne, ça va être, on va dire, une partie du secteur des services non qualifiés. Donc, en fait, quel est le point commun de tous ces secteurs qui sont mis en cause? C'est les bas salaires, les mauvaises conditions de travail. Donc, on se rend compte que dans tout pays, c'est pas parce que les gens veulent pas bosser que les employeurs tiennent ce discours. C'est parce que les conditions de travail sont mauvaises que les employeurs tiennent ce discours pour obliger les gens à y venir. Et donc, on le voit dans absolument tous les pays du monde. Alors, même un des exemples les plus intéressants, entre guillemets, c'est le cas de la Chine populaire. Vous voyez une partie des élites de la Chine qui, désormais, tiennent un discours sur les ruraux qui veulent pas travailler, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est juste que lorsque vous êtes travailleur rural en Chine et que vous allez sur la côte, eh bien, vous êtes privé de vos droits à la sécurité sociale. Parce qu'il y a toujours pas de sécurité sociale universelle en Chine. Donc, évidemment que les gens, s'ils se déplacent, ils ont le moindre accident, ils se cassent une jambe, ils n'ont pas de secours public. Donc, évidemment qu'ils ne se déplacent pas. Bref. Donc, c'est une thématique qui n'a absolument rien de française. En fait, c'est une thématique qui n'a rien de national et qui a toute patronale. Partout, dans tous les pays du monde. Merci Adrien. Mais merci à vous. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré aux emplois non pourvus. Je vous invite à lire l'excellent ouvrage d'Adrien Clouet intitulé « Emploi non pourvu, une offensive contre le salariat », paru aux éditions du Croquant. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram, et à vous rendre également sur 0,.org afin de vous inscrire à notre newsletter. Merci et à très bientôt.